Voilà, une fois que ça a été dit, au niveau du power scaling, on peut se dire assez facilement que du coup la marge de progression est très très loin d'être finie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Luffy allait rouler sur le monde une fois qu'il aurait battu Kaido, et aujourd'hui on voit que c'est totalement faux les gars, on est quand même dans un shonen, totalement logique qu'on continue à gagner des power-up jusqu'à la toute fin de l'histoire, vraiment jusqu'au dernier combat final. Il y aura le tout dernier power-up, comme on a l'habitude de voir. C'est les codes auxquels Oda a signé déjà dès le début, et ce qui va potentiellement arriver à la fin du manga. Donc Luffy est très loin d'avoir atteint son niveau maximum. N'oubliez pas, roi des pirates, qui dit roi des pirates dit l'homme le plus fort du monde, le plus libre. Et du coup, pour être libre, il faut être le plus fort, et pour être le plus fort, il faut malheureusement surpasser tout et tout le monde dans tous les domaines. C'est-à-dire, fruit du démon, il faut qu'il soit au max et contrôlé au max. Acquis de l'observation, il faut que tu arrives à voir dans le futur, mais pas que, parce que l'acquis de l'observation, les gars, il y a plusieurs utilités. L'acquis de l'observation plus, il y a le côté où tu vois dans le futur et que ça te permet justement de prédire les mouvements, et tu peux aller même très très loin dans le futur. Et il y a aussi la capacité à capter les âmes autour de soi. On a vu par exemple le Gorosei faire ça, on a vu déjà Ener pouvoir le faire en alliant son fruit du démon avec son acquis de l'observation. Et quand on voit ça, on comprend assez facilement qu'on dirait qu'il y a plusieurs branches de développement dans chaque acquis. Pour l'armement, je pense que pour l'armement, c'est la même chose. On a vu par exemple Vergo être capable de protéger la totalité de son corps avec du acquis de l'armement complet, tu vois. Alors qu'on a le Ryuo, qui lui, ça va être le acquis de l'armement, mais qui pourrait être poussé tellement loin qu'on pourrait vraiment détruire les choses de l'intérieur, un petit peu comme Luffy à Wano avec le Ryuo. Mais on a aussi ça, mais on va dire peut-être moins puissant, mais avec une portée différente. C'est-à-dire qu'on peut modifier un petit peu les attaques pour qu'au lieu de frapper un point précis et être très très puissant, frapper un énorme point, exactement comme Garp à la ruche, qu'on va voir potentiellement très bientôt dans les épisodes, qui lui utilise le Galaxy Diva, Galaxy Impact, qui est une attaque de haki, mais de zone. Donc effectivement, ça fait beaucoup moins de dégâts d'après ce qu'on a vu, parce que si par exemple Luffy était capable de faire, je sais pas, une attaque de Ryo à Kaido qui pouvait le mettre à terre, la même attaque avec Garp, mais qui fait 15 fois plus de diamètre, logiquement, si on suivait la logique de c'est plus fort si c'est plus gros, et ben forcément, logiquement, Garp pourrait coucher carrément un empereur, le mettre KO au vu de la taille. Cependant, c'est pas réel, c'est pas ce qui s'est passé. Donc si on comprend ça, on peut facilement comprendre que la taille ne signifie pas la puissance. Et si la taille ne signifie pas la puissance, c'est-à-dire que la taille, tu dois choisir. Soit tu fais une attaque très précise, très compacte, et du coup, ça fait des dégâts énormes, mais à un point précis. Soit tu fais des dégâts de zone, et du coup, plus la zone est grande, et plus les dégâts vont être moins impactants pour des personnes précises, des points précis. Tu vois. Donc je pense que pour moi, c'est la plus logique des définitions. Sinon, vous aurez capté que c'est incohérent, le fait que Garp n'arrive pas à battre un commandant alors que sa taille de haki est légendaire et beaucoup plus forte que celle de Luffy, tu vois, sa maîtrise est plus grande, mais du coup l'attaque est moins forte. Ce serait pas logique, vous avez capté pourquoi. Donc voilà, pour moi vous avez l'explication un petit peu des haki, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de haki, tout le monde dit haki plus, machin chose et tout, mais il faut bien comprendre que dans le haki, il y a des branches différentes de puissance qui peuvent être complètement augmentées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour les branches de haki de l'observation et de l'haki de l'armement. Et pour le haki des rois, évidemment, c'est complètement différent. Mais il peut y avoir plusieurs choses. Parce qu'on a vu, par exemple, Kaido gagner énormément en vitesse grâce au revêtement du haki, mais sur ses jambes, ce qui lui permettait de gagner énormément en vitesse et de dépasser la vitesse lambda. Ce que Luffy a réussi à copier et qui aujourd'hui est devenu l'un des mecs les plus rapides en combat qu'on connaisse, surtout en alliant l'élasticité de son environnement avec son combat en vitesse et le revêtement du haki des rois. Ça peut être quelque chose de très très puissant, et si c'est bien maîtrisé, ça peut être vraiment très très fort. Donc voilà en tout cas pour toutes les branches de haki. Haki des rois, je pense qu'il y a différentes
revêtement. On a vu aussi l'attaque de Shanks, qui est une attaque de Haki des Rois, mais à distance. On a vu aussi l'attaque de Luffy et de Kaido qui faisait un revêtement, mais par rapport à ses jambes. Et on a aussi l'attaque lambda de revêtement sur les sabres, qui est complètement différent. D'ailleurs, Zoro maîtrise le Haki des Rois revêtu. Enfin, quand je dis maîtrise, c'est encore flou. Effectivement, il ne maîtrise pas, étant donné qu'il ne l'utilise pas tout le temps. Il l'utilise que très rarement. D'ailleurs, il l'a utilisé que quand dans le combat contre King. Il n'a pas eu besoin de l'utiliser à Egghead, ou peut-être qu'il n'a pas réussi à réellement saisir, parce que lui-même était ignorant quand il parlait de conquérir, enfin de se battre contre Kaido. Il était ignorant quand il l'a blessé, qu'il avait utilisé Haki des Rois. Et quand il a battu King, King lui a dit du coup tu veux devenir roi. Et du coup il a dit roi des enfers, machin chose. Mais il était inconscient de sa puissance. Donc voilà un petit peu, j'ai résumé un petit peu par rapport au level scaling et tout ce qui s'ensuit. Et pour terminer avec le level scaling, je pense que vous avez bien compris ce que j'ai dit là sur Shanks, la maîtrise de Haki, les différents types de Haki dans les 3 types de Haki. Donc voilà, là on va passer sur Shanks, et Shanks, lui, faut bien comprendre que logiquement, s'il a hérité de la volonté de Roger, même si en vrai il n'a pas hérité de la volonté de Roger, la seule personne qui a hérité c'est Luffy, il a quand même hérité un petit peu de son capitaine, et je pense que lui, il a mis en avant le Haki, que ce soit le Haki de perception, le Haki de perception on l'a vu, hein, en tout cas au niveau du futur on l'a vu, que ce soit le Haki de l'armement, et le Haki des rois. Je pense que c'est les 3 Haki où il va vraiment être très très fort, exactement comme Luffy. Cependant, je vais en revenir vite fait à Barbe Noire, parce que voilà, j'ai eu des commentaires. Enfin, il y a mes potes qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit ouais, regarde, l'épisode est légendaire, tu vas kiffer. Comment tu peux penser que Barbe Noire ait une chance contre Shanks? Et bien tout simplement, déjà les gars, si vous analysez différemment le chapitre de l'épisode, c'est que déjà au niveau de l'analyse, malheureusement c'est mort, parce que le chapitre, si tu m'avais pas dit la même chose pendant le chapitre et que tu me dis ça là maintenant en regardant l'épisode, c'est que t'es grave influencé par l'animation, ce qui est totalement aberrant, étant donné que on est dans un manga où le power scaling et même tout ce qui est narration, tout ce qui est information et tout ce qui est cohérence est ultra travaillé. Et si ton point de vue sur une scène, elle change, alors que c'est juste la seule chose qui a changé entre le manga et les épisodes, c'est l'animation, c'est que frérot, déjà au niveau du jugement et ta capacité d'analyse, il y a un petit problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, même si j'ai dit là il y a 2 secondes que l'épisode et le chapitre c'était les mêmes informations, il y a quand même eu la Toei qui a pris quelques libertés. Est-ce que c'est des libertés qui ont été prises en adéquation avec Oda? Je pense que oui, étant donné que Oda en ce moment il fait un peu moins de chapitres, même des chapitres un peu plus courts certaines fois, et en même temps il est beaucoup plus libre, on va dire, même si c'est pas réellement le cas, parce que voilà, déjà au niveau de sa santé ça a l'air d'aller mieux d'après l'éditeur, au niveau de son opération des yeux ça a grave marché, donc forcément les dessins qu'on voit et tout est de mieux en mieux, c'est de plus en plus magnifique, donc voilà, il prend des libertés et tout, donc c'est grave cool. Ensuite, il a très bien compris que voilà, il peut prendre des pauses plus souvent. Des fois, on a un chapitre, une pause, un chapitre, une pause. Des fois, on a 2 chapitres, une pause. Donc voilà, vous comprenez que Oda, là, en ce moment, c'est les vacances. En plus, il y a le live action qui va reprendre et tout. Je pense qu'il y va détente. Et la Toei ont plus de facilité à prendre du recul par rapport aux informations qui ont été transmises par Oda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parmi la Shueisha, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont au courant de la fin de One Piece. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations sur la fin de One Piece. Enfin, quand je dis toutes les informations, c'est avec des guillemets évidemment, mais qu'ils ont accès à toutes ces informations, ce qui leur permet d'avoir une vision différente que de la vision qu'on a. C'est-à-dire que même si Oda n'a pas discuté avec la Toei, la Shueisha, en tout cas, l'a fait avec la Toei, qui pourrait leur donner des indications et des arguments, on va dire, qui vont aider un petit peu la Toei à être juste au niveau des dessins, etc. etc. Donc voilà, ça c'est juste à titre informatif. Et là, si on revient un petit peu sur Shanks, pour être précis, je trouve... Shanks et Barbe Noire, je trouve que personnellement
c'est magnifique, c'est beau, mais ça reste du visuel. Effectivement, il y a eu la Toei, comme je l'ai dit, qui a pris des libertés, mais les libertés, elles n'ont pas été faites sur le côté cohérence de l'œuvre ou information primordiale, tu vois, ou même information par rapport au power scaling. On n'a eu aucun changement par rapport à ça. Potentiellement, on pourrait dire que Shanks, il a pu voir dans le futur plus de 10 secondes, etc. Bah, c'est ce qui a été dit, mais bon, il peut pas voir non plus une minute dans le futur, même si là, la scène dure plus d'une minute. C'était juste, je pense, pour donner plus d'intensité, plus de brutalité dans la scène, ce qui rendait quand même l'épisode bien mieux tel quel. Mais par contre, dans les termes réels du manga, dans la cohérence de l'œuvre, ce qui est sûr, c'est que en 10 minutes, je dirais pas en 10 minutes, mais plutôt le haki de... Pardon, en plus je dis 10 minutes, mais je voulais dire 10 secondes. Ce qui est sûr, ce qui est avéré, c'est que Shanks peut regarder dans le futur aux alentours des 10 secondes, mais c'est tout. Tu vois, Katakuri, je crois qu'il pouvait regarder 3 secondes dans le futur, ce qui est colossal, tu vois. Et Shanks, 10 secondes, pour vous montrer que c'est 3 fois plus puissant en termes de haki qu'un premier commandant. Donc là, c'est des petites informations qui sont placées au niveau du power scaling, ce qui va vous donner des informations. Cependant, quand je dis ça, il y a un truc que je voulais ajouter par rapport à Barbe Noire, c'est que justement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Barbe Noire, du coup, jamais ferait le poids contre Shanks, et malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, je pense qu'il fait clairement le poids, exactement comme Mihawk. Donc si Mihawk est, on va dire, le rival de comment il s'appelle, Shanks, forcément son niveau va se rapprocher. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va être au même level. Par contre, un level intermédiaire, c'est quasiment sûr. Je ne vois pas pourquoi il serait moins fort qu'un level intermédiaire. Mihawk, sinon, ce serait totalement incohérent au niveau du rêve de Zoro. Dire que Zoro, là, tout de suite maintenant, est déjà plus fort que Mihawk, ça veut dire qu'il aurait déjà réalisé son rêve s'il l'avait rencontré. Je trouve ça, pour moi, incohérent en termes de power scaling. Évidemment, Oda décide et fait comme il veut, mais étant donné qu'il se trompe jamais, qu'il me déçoit jamais, je doute très très fortement que Mihawk puisse atteindre aussi facilement, Zoro atteindre aussi facilement le level de Mihawk. Ça, j'en doute très très fort. Pour revenir à Barbe Noire, le problème, c'est que c'est pas moi qui juge en fait. C'est pas moi qui dis que Barbe Noire est très très fort. C'est Shanks lui-même. Donc plus Shanks va être fort, et plus Shanks va avoir des démonstrations de force, plus pour moi, ça voudra dire que Barbe Noire est quelqu'un de très très dangereux. Sans compter le fait qu'il dort jamais, donc qu'il est, je dirais pas jamais fatigué, mais le fait qu'il dorme pas, ça donne des indications sur la raison pour laquelle Oda a décidé de lui donner cette faculté, tu vois. Donc potentiellement qui va être très très endurant. Déjà on le voit en termes de... C'est un tank, donc il est capable d'absorber énormément de dégâts, hein. C'est lié à son fruit, c'est lié à sa race. Donc déjà tout ça fait que naturellement, déjà de base, c'est quelqu'un de très très puissant. Au niveau de sa race, au niveau de ses capacités. Et en plus de ça, si on ajoute tout son background, toutes les informations qu'il a, on peut ajouter le fait que facilement... Il est la maîtrise de plusieurs acquis, étant donné qu'il était dans l'équipage de Barbe Blanche. Barbe Blanche qui est le seul équipage à pouvoir, je dirais pas égaler celui de Roger, mais qui se rapproche le plus, en tout cas, de la puissance de celui de Roger. Donc, pour moi, l'homme le plus puissant, je pense aujourd'hui, de l'équipage de Barbe Blanche, c'est pas Marco, c'est pas Oden, même si il sera encore en vie, potentiellement, qui serait très très fort. Mais pour moi, c'est Barbe Noire, alors que c'est quelqu'un qui est horrible. Et pour moi, la même analytique, au niveau de l'équipage de Shanks, la personne la plus puissante pour moi, pas l'équipage de Shanks, mais l'équipage de Roger, la personne la plus puissante pour moi, c'est Shanks. Aujourd'hui, évidemment. Évidemment, il y a Rayleigh et tout, mais bon, je pense que Rayleigh Shanks, ça va être facile. Par contre, Rayleigh et Shanks Prime, ça se tape. Mais je pense quand même que Shanks le surpasse. Je pense. Je pose ça là. Dites-moi si vous préférez voir Shanks ou Rayleigh plus fort l'un ou que l'autre en termes de prime, chacun à ce level-là. Donc voilà, pour revenir à Shanks, je pense sincèrement que Shanks et du coup Barbe Noire sont les êtres les plus puissants des deux équipages les plus puissants jamais connus
aujourd'hui, hein. Je parle pas de l'équipage de Joy Boy qui pour moi est encore plus puissant, mais ça on laisse le passé au passé. Mais juste pour vous dire que Barbe Noire et du coup Shanks sont les deux personnes les plus puissantes. Donc aujourd'hui, tu vois. Donc pour moi, au niveau de l'affrontement, au niveau de l'âge, en plus le fait que Oda lui ait donné un petit peu plus d'années à Barbe Noire, que Shanks pourrait faire en sorte qu'il y ait une certaine plus-value, entre guillemets. Mais ça reste que spéculatif. Pour moi, ils sont à peu près d'un niveau égal, étant donné que voilà, chacun maîtrise des pouvoirs très spéciaux, qu'il y en a un, il est tout misé sur le haki, et l'autre qui est misé tout sur le fruit du démon. Effectivement, logiquement, d'un point de vue logique, le haki, c'est quelque chose qui est bien plus puissant, c'est quelque chose qui est au-dessus du pouvoir des fruits du démon. Cependant, on a vu par exemple à Onigashima que Luffy, avec sa maîtrise du haki revêti, avec son Ryuo, avec tout ce que vous voulez, sans le Gear 5, jamais il aurait battu Kaido. Donc voilà, ça vous donne aussi le fait que, ok, le haki surpasse la puissance des fruits du démon, mais la puissance des fruits du démon n'est pas à des années-lumière de la puissance du haki. C'est vraiment très très proche, très très serré entre les deux. Et ça a été montré à Onigashima. En tout cas, c'est les informations que je trouve que Oda a données dans ce chapitre. Donc voilà, pour clôturer avec Shanks, Shanks a été mis en avant, la Toei a pris des libertés au niveau de son haki, de l'observation, hein, qui dans la vraie vie, je pense, a duré très peu de temps, mais en tout cas 10 secondes, juste le temps de pouvoir anticiper et attaquer. Je le vois mal courir sur les bateaux et tout en réel, mais bon, si la Toei l'a mis, c'est pas gênant. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'il faut garder en tête, c'est les 10 secondes, point barre. Faut pas être choqué par l'animation, ça c'est que des fois même l'animation il se passe 2-3 secondes et on voit énormément d'événements se passer, et au final c'est juste histoire de rajouter de la tension, rajouter des trucs. Le temps s'écoule pas pareil quand on regarde l'épisode que dans le monde réel de One Piece. Vous avez capté. Monde réel ou irréel, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas pour Shanks, je pense avoir fait le tour sur toutes ces informations. J'ai trouvé ça ultra important, ultra pertinent de vous dire ça, au moins pour que vous puissiez jauger et placer les personnages correctement. Évidemment, Shanks, d'un point de vue badass, c'est un petit peu comme l'effet Zoro, hein, où tout le monde pense que Zoro est trop fort, que Zoro... Même par exemple, j'ai encore des commentaires de Zoro où tout le monde me dit non mais Zoro il peut battre Venujuro, il peut battre Venujuro, il peut battre Venujuro. Bah ok, donc déjà expliquez-moi pourquoi il a galéré à battre Lucci, et dites-moi aussi pourquoi on a eu besoin d'un sacrifice de quelqu'un pour s'enfuir de l'île si Zoro peut battre Venujuro. Il avait juste à l'envoyer très très loin tout seul, mais quand je dis très très loin, c'est à la hauteur de la distance que Mars a été envoyé. Comme ça, bam, il a envoyé, on se débarrasse et voilà, c'est terminé. Cependant, c'est pas ce qui s'est passé. Donc si c'est pas ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait une intervention extérieure. Ok, il y a le côté scénaristique par rapport à la mort d'Atlas, on veut moins de Vegapunk, il faut qu'il en reste qu'un à la fin, blablabla. Mais au niveau cohérence, Oda aurait toujours primé sur le côté cohérence de son manga que juste le côté scénaristique. Le fait de perdre Atlas, il y a des millions de façons de perdre Atlas, tu vois. Par contre, le fait que Zoro puisse battre Venujero et qu'il n'ait pas agi, ça, les gars, c'est une erreur de cohérence totale, tu vois. Pourquoi Zoro se bat pas contre quelqu'un qui peut battre s'il arrive à le battre au final, tu vois, c'est pas logique. Et en plus, le côté immortel, normalement, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Quand t'as un mec immortel en face qui est imbattable, logiquement, tu vas pas te dire, ouais, Zoro, il va pouvoir le battre. Donc voilà, les gars. Ok, Zoro, il est très très fort, mais c'est que du flow, c'est que il y a de la puissance derrière, effectivement, mais le flow, en fait, l'image, c'est vraiment, les gens se basent sur l'image, tout pour les vidéos. Non, les gars, on juge pas en fonction de ce qu'on voit, on juge en fonction des actes. Et là, les actes ont parlé d'eux-mêmes. Il était sur le bateau, il a envoyé Venujuro valser, mais il est revenu très très vite. Donc c'est que au final, il n'est pas capable de l'envoyer suffisamment loin pour pouvoir sauter et faire en sorte que Venujuro ne revienne pas. Tu vois, il n'est pas capable de le faire ça. Grâce sûrement à son côté immortalité, mais pas que. Grâce sûrement à la vitesse de Venujuro, ça empêche Zoro de faire ce qu'il veut. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tous les éléments sont présents devant vous, il suffit juste de bien les analyser. Donc on verra plus tard, mais bon, s'il n'y a pas eu de combat maintenant, c'est parce qu'on a besoin de power-up pour battre les Gorosei. Pour moi, c'est aussi logique que ça. Et on verra d'ailleurs dans le futur comment ça va se passer.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc n'oubliez pas, l'effet Zoro, c'est exactement pareil sur Shanks. Shanks, évidemment, il est tout le temps mis en valeur, tout le monde le kiffe, c'est quelqu'un qu'on adore et tout. Et de l'autre côté, en face, on a Barbe Noire. Donc Barbe Noire, forcément, il est gros, il est pas beau. Il est bête, il est abject aussi. Hein. Donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est immonde. Mais les gars, rappelez-vous une chose très précise, c'est que de IRL, en tout cas, vu que c'est inspiré des pirates et que Oda adore les pirates, quand il était jeune, c'est ce qu'il a préféré le plus, c'est pour ça qu'il a basé son manga là-dessus. Dans l'univers des pirates, IRL, il n'y a aucun pirate qui est plus fort que Barbe Noire. Aussi simple que ça. Donc quand vous prenez ça en compte, vous l'intégrez au manga, vous comprenez que Barbe Noire dans le manga va avoir un impact légendaire et que je pense il va surpasser tout le monde. Exactement comme Xebec a surpassé le monde entier et Croger a eu besoin d'alliés pour s'en débarrasser. Barbe Noire, pour moi, sera la même chose. Au niveau de la cohérence, au niveau de l'inspiration IRL, au niveau de la pertinence du manga et de tout ce que ça reproduit, et ben tout simplement c'est logique, surtout que Barbe Noire nous a déjà prouvé sa puissance de par les dires de Shanks. Regardez l'épisode avec Barbe Blanche, regardez ce que Barbe Blanche dit sur Barbe Noire, il le dit, plutôt le contraire, ce que Shanks dit à Barbe Blanche sur Barbe Noire, regardez bien les détails, et lui-même, Shanks lui-même le dit que Barbe Noire est quelqu'un de très très puissant. C'est la seule personne qui a réussi à le blesser à l'œil, alors qu'il était totalement sur ses gardes. Donc, acquis des rois du futur, après potentiellement, c'est pas quand il a eu sa marque, mais en tout cas, il était sur ses gardes, peu importe, tu vois. Et vu qu'ils ont évolué tous les deux de chacun de leur côté, dans des équipages qui sont les plus légendaires du monde, facile de comprendre que chacun des deux personnages doit être pour moi des rivaux, exactement comme Mihawk et Shanks qui doivent être des rivaux. Évidemment, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Je pense que Mihawk est moins fort que Shanks, et je pense que Shanks est moins fort que Barbe Noire, même si je préfère dire qu'il est plutôt égaux en termes de puissance pour l'instant. En tout cas, la finalité veut que Barbe Noire soit plus fort. Aussi simple que ça, vraiment aussi simple que ça. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour et de vous avoir donné toutes les informations par rapport à Shanks et Barbe Noire. On va revenir après là-dessus.